Fachimatou Ousmanou, vous avez 30 ans et vous êtes cofondatrice de TapTapSend Cameroun, une plateforme de transfert d'argent de l'Occident vers l'Afrique notamment, qui a été lancée en 2020 dans cette région en tout cas. En 2021, le groupe a levé 65 millions de dollars, rien que ça. Vous êtes aussi growth manager et fondatrice de Mboa Paris. Fachimatou Ousmanou, à seulement 30 ans, vous avez une jeune carrière déjà très impressionnante. Racontez-nous votre histoire. Pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure? Alors, TapTapSend, ça s'est un peu imposé à moi, je dirais. Avant de rejoindre TapTapSend, je travaillais pour un incubateur de start-up qui s'appelle Bandinov, qui accompagne les entrepreneurs de la diaspora africaine et les entrepreneurs de la diaspora ou les entrepreneurs qui ont un projet en lien avec l'Afrique, du moins. Et à travers mes activités à Bandinov, j'avais quand même un très bon réseau de diaspora et en lien avec l'innovation notamment. Et j'ai toujours eu à cœur de travailler pour le continent, pour mon continent. Et TapTapSend, c'était aussi quelque part une nouvelle aventure. J'ai accompagné des entrepreneurs, mais j'avais jamais eu la chance d'être dans une aventure entrepreneuriale et d'être au sein d'une startup et de vivre la startup et l'expérience startup. Et pour moi, c'était un véritable challenge, un challenge double parce que c'est totalement une autre manière de travailler que de travailler en mode startup. C'est beaucoup de travail. On compte pas les heures. C'est beaucoup d'innovation. C'est une pensée d'agir et de réfléchir qui est aussi différente. Et puis aussi et surtout, c'était servir non pas un projet à impact uniquement, mais servir un projet qui touche ma communauté et qui touche particulièrement le Cameroun, mon pays. Donc, c'était évident pour moi de pouvoir travailler et construire quelque part une solution qui puisse apporter une valeur ajoutée à toutes les personnes qui, comme ma mère, mes tantes et mes oncles, contribuent tous les jours au développement économique de leur pays ou portent assistance directement à leur famille avec le transfert d'argent. Vous dites le Cameroun, mon pays. Vous êtes née au Cameroun? Je suis franco-camerounaise. Je suis née et j'ai grandi en France. Je suis née à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi plutôt dans le 92. Donc, je suis un enfant du 92. Mais je suis de parents camerounais, tous deux camerounais. Donc, je suis fièrement camerounaise et je me considère 100% camerounaise et 100% française et pas à 50% les deux. J'ai des liens très forts avec le Cameroun qui est dû à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. C'est-à-dire que chaque été, je passais 2 à 3 mois. Parfois, on dépassait sur la rentrée. Très souvent, on dépassait sur la rentrée parce qu'on passait du temps au Cameroun. Et quand on était au Cameroun, on était non seulement dans les grandes villes du Cameroun, mais aussi dans nos villages respectifs. Ce qui fait que j'ai une vraie culture de mon pays. Je connais les expressions de mon pays. Avec mon frère, on a eu cette capacité d'adaptation très tôt, de cette senti camerounais et d'être toujours très fiers de nos origines. Et le quartier dans lequel la commune en France plutôt, dans laquelle j'ai grandi, c'était aussi une commune où on était fiers d'avoir des origines. Et même si c'était quand même très européen en termes de population, tous ceux qui avaient des origines, peu importe l'origine, on l'a revendiqué de manière assez fière. Donc, en fait, j'ai toujours été profondément amoureuse du Cameroun. C'est pour ça que dans mon parcours académique, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un lien fort avec l'Afrique et de me diriger vers des études qui m'amèneraient plus tard à avoir un impact sur le continent africain et à avoir un métier qui fasse sens avec ma volonté qui est de co-construire le développement économique de l'Afrique de manière générale et encore plus du Cameroun qui est mon pays. Justement, qu'est-ce que vous avez fait comme études? En termes d'études, j'ai fait un bac littéraire. Après, j'ai fait une licence de sciences politiques à l'université de Nanterre. Et après, j'ai fait une école de commerce. Mais une école de commerce un peu particulière parce que c'est une école de commerce qui s'appelle 3A, qui est tournée autour des métiers à la base de l'humanitaire et du développement durable et qui forme notamment à tous ces métiers autour donc de ces grandes notions qui sont donc de bâtir un monde plus durable, un monde meilleur et avoir un véritable impact en termes d'innovation sociale aussi. Et j'ai fait un master entrepreneuriat et innovation sociale. Ce master tourné vers l'entrepreneuriat, c'est parce que vous aviez déjà l'envie d'entreprendre? L'entrepreneuriat est un peu entré dans ma vie de manière inattendue. Je dirais que je me suis pas levée en disant que j'étais entrepreneur ou que j'allais devenir. Et même lorsque j'accompagnais les entrepreneurs, je ne voulais pas entreprendre. Donc, j'ai étudié l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais c'est un peu tombé, c'était un peu du hasard. Pourquoi? J'ai rejoint une école, je voulais avoir de l'impact en Afrique et j'étais certaine que c'est ce que je voulais. Je pensais que ce serait à travers les relations internationales, la coopération internationale. Et je me suis très vite rendu compte que cette fameuse coopération internationale, cette aide au développement comme elle est pensée et comme elle est
aujourd'hui mise en place et mise en œuvre, elle dessert plus nos pays qu'elle ne les sert, et que au lieu d'aider nos pays à se développer, un pays ne se développe pas, on se développe. Et bien effectivement, elle permet plus d'assujettir nos pays aux pays occidentaux. Et je me suis dit, et j'ai compris que la solution c'était l'entrepreneuriat, et que demain, si on voulait construire l'Afrique de demain, ce serait pas en allant donner des dons en Afrique, mais en investissant dans les entreprises africaines et en co-construisant justement le vivier économique de l'Afrique que l'on souhaite bâtir tous ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'entreprendre. Enfin, pas vraiment d'entreprendre, mais c'est comme ça que j'ai décidé de m'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est le seul, c'est pratiquement le seul, que ce soit l'entrepreneuriat mais social à viser avec une vraie intention sociale, c'est le seul facteur qui peut réellement changer l'orientation de notre continent et nous faire grandir de manière exponentielle, et surtout de rattraper le, entre guillemets, retard que subit le continent africain contrairement aux autres continents. Donc pour moi, c'est entreprendre et c'est se défaire de tous ces liens d'assujettissement avec les grandes puissances qui nous influencent. Vous avez des parents entrepreneurs? Alors non, pas particulièrement entrepreneurs. Enfin, je dirais oui et non. C'est-à-dire que mes parents ont toujours été dans le salariat. Donc voilà, cadre dans des entreprises, voilà, dans le salariat. Mais on a toujours grandi avec des side business. Ça veut dire qu'il y a toujours eu... voilà, ma maman, elle a toujours participé à telle initiative, eu peut-être tel ou tel projet, et mon papa, la même chose. Mais il y a quand même eu cette notion quand même de sécurité qui est celle de l'entreprise, d'être cadre dans une entreprise et d'avoir aussi une certaine sécurité et stabilité financière. Donc, c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'inné, mais autour de moi, pas uniquement mes parents, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, il y a forcément eu des entrepreneurs. Mais je considérais pas ça comme je ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat réellement, en fait. Alors, comment avez-vous lancé TapTapSend Cameroun? Et c'est quoi au juste? C'est une start-up, une filiale de start-up, une franchise? Et comment s'est passé ce lancement? Alors moi, je rejoins une start-up qui existe déjà. Je n'ai pas inventé TapTapSend. Donc moi, lorsque je rejoins TapTapSend pour lancer une partie de TapTapSend qui est donc TapTapSend Cameroun, donc une partie de francophone, donc d'Afrique francophone. Il y avait déjà le Sénégal. On était en gros déclin sur le Sénégal parce qu'on avait un partenaire qui était en train de faire faillite au Sénégal et qu'on n'avait pas travaillé sur l'identité de marque de TapTapSend, ce qui fait que les gens associaient TapTapSend au partenaire uniquement et appelaient limite la marque de TapTapSend par le nom du partenaire local qu'on avait au Sénégal, là où on envoyait l'argent. Et du coup, moi, je suis arrivée un peu pour débloquer cette situation, mais dans le sens pour développer, pour prouver effectivement à nos investisseurs aussi qu'il y avait d'autres potentiels de marché, de croissance, et qu'il y avait un pays qui justement pouvait aussi avoir un succès important. Et ça nous a également aidé grandement à lever des fonds par la suite. Et le Cameroun, pendant une année, a été vraiment le grand pays en termes de croissance de TapTapSend. Si mes informations sont bonnes, ce n'est pas votre premier essai, puisqu'en 2016, vous avez cofondé, je crois, une marque de cosmétiques bio. Non, alors, c'est pour ça que je disais que l'entrepreneuriat, il y a toujours eu des side projects, mais je me suis jamais considérée comme un entrepreneur. Mais ça, c'était un projet, je dirais pas que c'est une entreprise, et c'est pour ça que je qualifie plus de projet. On avait, avec mes camarades de Master 2, un projet à faire en fin d'année sur l'entrepreneuriat. Et on avait décidé de créer une marque de cosmétiques durables, éco-conçue 100% par des femmes, autour de l'Afrique, d'un produit de cosmétiques luxueux africain. Et on s'est très vite rendu compte que non seulement c'est très difficile de s'associer avec des camarades ou des amis. Donc ça, c'est un premier frein à l'entrepreneuriat. Et deuxièmement aussi, ça demandait en termes d'investissement quand même des grosses ressources qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et on avait un peu idéalisé l'entrepreneuriat parce qu'on l'étudiait, mais on l'avait pas vécu. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup refroidi dans le fait d'entreprendre. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop risqué, c'est trop compliqué. Et puis après, en accompagnant des entrepreneurs à travers mon activité chez Bandineuve, je me disais encore plus, mais en fait, c'est des fous, genre. Faut être fou pour entreprendre. J'ai accompagné des pères de famille qui ont perdu leur foyer, qui ont tout perdu parce qu'ils ont pris des risques et parce qu'ils avaient des rêves. Et je me disais, genre, c'est beau de rêver, mais faut vraiment, enfin, ça demande une certaine part de folie que d'entreprendre, que moi, j'estimais ne pas avoir. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, entreprendre, ça veut pas dire être libre, ça veut pas dire ne pas avoir de patron, parce que demain, ta femme, c'est ton patron, demain, tes investisseurs, c'est ton patron, et à la fin, tu dois toujours rendre des comptes à quelqu'un. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas la liberté.
Et au contraire, c'est beaucoup de solitude. Et j'avais pas forcément envie de prendre ces risques-là. Plus j'accompagnais les entrepreneurs, moi j'avais envie d'entreprendre. Et le fait d'intégrer une startup comme TapTapSend, quelque part, ça a été ce que je disais, c'est un peu inattendu. Je suis pas réellement devenue, j'ai pas vu ça comme de l'entrepreneuriat, alors qu'en réalité, je rentrais dans le parcours entrepreneurial en rejoignant cette aventure-là. Mais j'avais pas l'impression que c'était le cas au moment où je rejoignais TapTapSend. Et après, les challenges qu'on a dû traverser et tout le parcours et même le travail au quotidien, bien sûr que c'est un travail entrepreneurial, c'est vraiment à cœur. Mais j'ai quand même cette sécurité-là d'être dans une start-up qui est déjà établie au moment où je la rejoins. Et puis après, j'ai moi-même naturellement entrepris, que ce soit à travers une initiative associative, comme Boa Paris, qui est le premier salon de la diaspora camerounaise d'Europe. Donc là, je pars de zéro sur fonds propres, mais j'ai cette vision, cette vocation et je sais que ça va fonctionner parce qu'aujourd'hui, j'ai la sécurité, j'ai les armes, j'ai l'équipe qui peut me soutenir aussi pour déployer un projet aussi gros que ce salon-là. Et puis ensuite, Boa Paris me permet aussi aujourd'hui d'asseoir aussi le growth studio que j'ai créé au Cameroun. Donc, j'ai embauché au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai également une équipe qui travaille et qui développe des stratégies de growth marketing pour plusieurs compagnies au Cameroun et aussi pour des festivals, des initiatives culturelles de manière générale en Afrique ou des institutions françaises qui déploient aussi des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Afrique. C'est quoi un growth studio? Growth, ça signifie croissance en anglais. Donc, ça veut dire tout ce qui mène à la croissance. Et un studio, c'est un endroit où on développe des stratégies. On part de zéro, on développe une idée, on développe quelque chose, on crée quelque chose. Et du coup, un growth studio, c'est comme un peu un studio ou du moins un laboratoire d'idées qui permet d'atteindre une certaine croissance pour des projets. Donc, on fait plein de choses. On fait de la communication pure, on fait du marketing, on fait du management de projet. Ça veut dire que si quelqu'un vient me voir et me dit « Fatih, mon rêve… c'est d'être la plus grande marque de cosmétiques du Cameroun demain. Je peux très bien lui dire, bah viens, on commence par faire un événement pour enfants. Rien à voir, mais quelque chose, on peut co-construire un projet qui n'a absolument rien à voir. À partir du moment où on est certain que ça va te permettre d'atteindre ta vision. Donc, on fait pas juste de la communication. On fait vraiment, on conceptualise des idées et des projets qui permettent aux gens d'atteindre leur objectif de croissance. Donc ça, on le fait tant pour des institutions. Ça peut être des institutions comme l'AFD, Expertise France, institutions publiques qui ont des programmes d'accompagnement entrepreneurial ou ce genre de choses. Donc là, ça va de l'événement à plusieurs types d'appels à projets auxquels on peut répondre. On fait ça aussi pour des entreprises qui ont des vrais problèmes de croissance et qui cherchent à avoir de la visibilité, de la promotion ou développer des offres en particulier, ou alors pour des personnalités publiques qui veulent totalement changer d'image et avec lesquelles on travaille vraiment à comment croître leurs revenus ou croître leurs différents KPI personnels. Quelle est la plus grosse difficulté quand on gère une équipe à distance, comme vous le faites? C'est la pluie. C'est le premier, pour être totalement honnête, c'est la pluie. Le premier facteur de conflit entre mes équipes et moi, c'est la pluie. Voilà, quand il pleut, on peut rien faire au Cameroun. Tout est paralysé. Donc, j'ai pas pu 36 parce qu'il a plu. Ah non, mais il pleut, donc demain, voilà. La pluie, c'est vraiment quelque chose qui freine les activités. Et parce que forcément, ça freine Internet, ça freine l'électricité. Il y a plein de facteurs qu'on n'a pas ici. Il pleut, ça change rien à ma productivité. Mais la pluie freine la productivité de mes équipes. Justement, on peut se demander est-ce qu'on peut réellement travailler dans des conditions optimales alors que la pluie est capable de finalement stopper le travail, de couper le réseau Alors, c'est plus compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Moi, je me souviens de lorsqu'on organisait Mbo à Paris avec l'équipe, donc le Grow Studio qui a déployé Mbo à Paris aussi, je me souviens qu'ils faisaient des réunions dans le noir, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a pas leurs ordinateurs sont plus branchés. Bon, il y a plus la fibre, mais bon, ils ont leur 4G. Ils sont en ligne, ils sont dans le noir, mais ils sont en train de bosser quand même. Enfin, il y a toujours des manières plus ou moins ingénieuses de trouver des parades pour travailler. Et il y a ça aussi en Afrique qui est quand même assez fort, c'est le sens de la débrouillardise qui est puissant. Voilà. Donc certes, il y a des freins comme la pluie, mais on trouve toujours des alternatives pour travailler. C'est une équipe de combien de personnes et de quelle tranche d'âge à peu près? Au Cameroun, ça s'appelle Sembe Agency, le Grow Studio, ils sont 4. Et ils sont tous très jeunes, ils ont moins de 28 ans tous. C'était un choix de prendre des personnes jeunes qui soient pas forcément hyper seniors, donc qui sont encore en train d'apprendre, parce que j'estime que ils sont beaucoup plus ouverts à collaborer et aussi à prendre ce qu'ils ont à apprendre de moi et à faire en sorte qu'on puisse travailler avec les mêmes orientations, avec les mêmes idées, à s'imprégner davantage de ma propre culture de travail aussi,
que s'ils avaient beaucoup d'expérience dans d'autres structures camerounaises, il serait beaucoup plus difficile de défaire leurs habitudes que d'en créer de nouvelles avec eux. Alors, vous avez beaucoup parlé du salon Mbo à Paris. Il consiste en quoi, ce salon? Qu'est-ce que c'est? Mbo à Paris, c'est le premier salon business et socioculturel de la diaspora camerounaise d'Europe que j'ai créé l'année dernière, en 2023. Enfin, j'ai commencé à travailler dessus en 2022, mais il a eu lieu pour la première fois le 20 mai 2023. Le 20 mai, c'était la fête de l'unité nationale, donc c'est notre fête nationale. Au Cameroun, on ne célèbre pas l'indépendance du Cameroun, on célèbre l'unité du pays. Et c'était la première fois que cette fête tombait un samedi. Donc c'était très important pour moi de réunir la diaspora pour une première fois. Le Cameroun, on s'appelle le continent, mais c'est parce que, non pas parce qu'on est ultra chauvin, mais aussi, enfin, bien sûr qu'on manque d'humilité en tant que Camerounais, mais surtout parce que le Cameroun, c'est vraiment l'Afrique en miniature. C'est une multitude d'ethnies, de cultures, et c'est une véritable diversité aussi de talents. Et il y a des Camerounais qui excellent à tous les niveaux et partout dans le monde. Et malheureusement, on n'arrive pas à valoriser nos talents, on n'arrive pas à valoriser nos initiatives et on n'arrive pas à faire des choses ensemble. Alors, on réussit tous individuellement, mais collectivement, qu'est-ce qu'on apporte à notre pays? Et moi, la question que je me suis dit, avec mes différentes activités déjà, j'étais très proche de la diaspora, je me suis dit, si personne ne le fait, alors je vais le faire. Je vais réunir tous ces grands acteurs, parce que oui, il y a des initiatives qui existent, mais venez, on se réunit tous ensemble, on crée un rendez-vous unique où tous les porteurs d'initiatives, que ce soit dans le secteur associatif, entrepreneurial ou culturel, se réunissent et mettent en valeur leurs projets, se mettent en valeur eux-mêmes aussi, et puis en mettant de la lumière sur ces types ces personnes qui excellent, on crée aussi des passions chez les plus jeunes, on ouvre le champ des possibles chez les autres et on se dit, bah, si telle personne qui me ressemble, qui a le même background que moi, qui a les mêmes origines que moi a réussi, pourquoi pas moi? Et je pense que ce sentiment de représentation, il est hyper important et que la diaspora, c'est l'acteur de demain et c'est à nous d'agir pour notre continent. Et du coup, si on peut réveiller ces passions-là chez les plus jeunes en mettant en lumière les anciens, ceux qui ont réussi et qui réussissent, et ben ma mission est réussie. Quel type d'entreprises sont invitées? Entrepreneurs de la diaspora camerounaise uniquement, c'est un salon autour du Cameroun. Mais tout le monde est les bienvenus, les portes sont ouvertes, amis du Cameroun bien entendu, mais on met en lumière en termes d'excellence, les panels sont composés uniquement de Camerounais. Du coup, c'est des entrepreneurs, c'est des musiciens, des artistes, c'est des sportifs de haut niveau qui étaient présents, c'est des couturiers, des hautes coutures comme Imana ici, des artistes comme Taïk qui étaient présents, des sportifs comme Audrey Cheméo ou comme Ervin Gapet, donc champion olympique de volley ou champion olympique de judo. C'est des entrepreneurs comme Rebecca Enonchong, Philippe Simo. Donc l'idée c'était vraiment de réunir ceux qui font briller le Cameroun à l'extérieur. Et dans tous les secteurs, il y avait aussi une partie stand avec plus de 1000 mètres carrés de stand avec plein d'entreprises. Pas uniquement camerounaises pour le coup, mais majoritairement camerounaises avec aussi des associations qui étaient représentées. L'idée, c'était de montrer notre savoir-faire, de pouvoir vendre, raconter et rencontrer le public camerounais. Et puis, il y avait aussi un gros concert le soir avec des grands artistes camerounais comme Lady Ponce, Loco, Malox et Sergio Polo. Et puis, une belle exposition d'art autour de l'art et le patrimoine Bamo notamment, et plusieurs tableaux qui étaient présents. Donc, en fait, l'idée, c'était quelque part un peu d'avoir une vraie photographie de ce qu'est le Cameroun à l'extérieur du Cameroun. Vous l'avez organisé où cet événement? C'était au Beffroi de Montrouge et la prochaine édition, c'est le 25 mai 2024 au même endroit. Les gens sont au courant que ça arrive et là, on est en train de le préparer pour avoir encore un panel toujours plus excellent et avoir un programme encore plus parfait que l'année dernière. Mais on était très heureux, on a été très surpris du succès. On était 2400. J'avais jamais imaginé qu'on serait aussi nombreux. On a dû fermer les portes à un moment donné parce qu'on pouvait plus, on avait atteint la capacité maximale du lieu. C'était vraiment magnifique. On a chanté l'hymne national 3 fois, les gens ont pleuré. C'était le 20 mai, c'était la fête de l'unité et on était unis en tant que diaspora. Et quelles sont vos ambitions pour la suite? Alors, continuer déjà à Mbo à Paris parce que pour moi, c'est important et je pense que à travers ce type d'initiative, on est encore plus fiers d'où on vient et on a encore plus envie de faire des choses pour notre pays. Développer davantage le Grow Studio parce qu'il y a énormément d'entreprises, d'initiatives qui ont besoin aussi de grandir et que nous, à notre échelle, c'est notre mission principale. Et au niveau de TapTapSend, c'est continuer à servir la diaspora au mieux. TapTapSend, aujourd'hui, c'est l'application qui aide le plus la diaspora à envoyer de l'argent simplement, facilement et à des frais réduits vers l'Afrique. Et on sait que la diaspora, c'est le premier investisseur du continent africain.
avant n'importe quel fonds, avant n'importe quel programme d'aide au développement. C'est d'abord les Africains de l'extérieur qui contribuent au développement de l'Afrique tous les jours. Et avec TapTapSend, c'est vraiment notre mission principale, permettre qu'un maximum de capitaux du Nord aillent vers le Sud et développer aussi de nouveaux pays, notamment la sous-région de l'Afrique centrale. Très prochainement, j'espère qu'on pourra ouvrir d'autres pays comme le Gabon, le Tchad ou la Centrafrique. Aujourd'hui, TapTapSend, est-ce que c'est une application viable? Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très fière de dire qu'à Paris, un Camerounais sur 3 utilise TapTapSend. Donc, c'est vraiment une victoire. Après, maintenant, on a aussi d'autres pays. Donc, c'est vrai que la diaspora parisienne, enfin, française, on va dire, camerounaise est très imprégnée et utilise l'application. Mais maintenant, j'ai d'autres challenges qui sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, où là, j'aimerais beaucoup qu'aux États-Unis aussi, on puisse avoir un marché qui soit encore plus grand. Donc, c'est aussi mon challenge personnel pour le Cameroun. Et puis, comme je disais, pour l'Afrique centrale, développer plus de pays. Vous êtes présent dans combien de pays? 30 de pays dans le monde et on est dans plus de 21 pays en Afrique. En Afrique, on est non seulement en Afrique francophone. Donc, en Afrique francophone, on est au Cameroun, République du Congo, République démocratique du Congo. On est au Sénégal, on est en Côte d'Ivoire, on est en Guinée, on est au Mali, à Madagascar, au Maroc, en Tunisie. Et là, ça c'est pour l'Afrique francophone. On est en train de lancer le Bénin et le Burkina Faso. Donc, ce sera fait très, très dans les prochains. Là, c'est imminent, le Bénin et le Burkina Faso. Et puis après, on est aussi au Ghana, au Nigeria, au Libéria, au Kenya, etc. Donc, on est quand même très présent sur la zone Afrique. Mais sur la zone Afrique centrale, c'est les 3 pays que je vous ai cités. Merci Fatimatou Ousmanou. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, disait Goethe.